Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens juste à rappeler le contexte, c'est le résumé de la séance 6. C'est une séance qu'on a enregistrée directement à travers Zoom dans le contexte particulier d'un confinement où on n'avait pas les étudiants en face à face, c'était à distance et vous allez vraiment voir les choses dans le détail. Bon visionnage. Alors, moi, je vais profiter pour décaler, pour changer. Et là, je veux juste revenir sur je vais revenir sur Moodle et on va profiter pour s'éclipser aussi. On va juste, Oui, euh, c'est Moodle, c'est bon. ouais, on va couper juste la vidéo. On n'avait pas besoin de nous voir toute la séance, hein. Allez, restez avec. Alors, juste pour vous rappeler aussi, la première vidéo, elle parle de quoi en fait? Là, elle vous parle de alors, j'essaie aussi d'accélérer un petit peu la vitesse, comme ça, on va l'avoir un peu plus vite. En fait, il est en train de vous parler vraiment de la notion de l'intégration en supply chain et son importance, en fait. Et il est en train de vous expliquer aussi que la réussite d'une personne, elle dépend aussi de la réussite de le groupe ou le groupe aussi, l'échec de groupe, et peut impacter aussi l'échec de chaque personne. Et du coup, on est plus ou moins tous dans la même barque en supply chain. Il faut qu'on réussisse tous ensemble. Ça, c'est l'idée principale. Je ne rentre pas trop dans le détail, ça vous l'avez vu, de la première vidéo. Ensuite, dans la deuxième vidéo, alors je passe rapidement. Là, vous avez vu en fait une vidéo qui parle de McDonald's. Et là, vous avez vu en fait McDonald's avec une autre vision qu'on n'a jamais vue en fait. Là, on montre McDonald's qui vraiment s'intéresse à l'environnement, qui s'intéresse vraiment à tous les partenaires qui travaillent avec lui. C'est la notion un petit peu de sustainable supply chain. Et c'est ce qu'on essaie un petit peu d'expliquer à travers cette vidéo. Comment on arrive à intégrer l'ensemble des acteurs et surtout comment McDonald's il fait des efforts en amont et en aval de sa supply chain. Et là, vous voyez, il remonte vraiment jusqu'au premier, par exemple, producteur de viande pour travailler avec lui, pour voir certains standards, émettre certaines normes, certaines démarches d'amélioration qui concernent soit l'environnement ou soit, par exemple, le gaspillage ou, par exemple, les conditions de travail, ainsi de suite. Ça, c'est déjà mes vues. Après, honnêtement, ce que je vous dis, là, ce qu'on explique, c'est la vision de McDonald's. C'est ce qu'il essaie un petit peu de démontrer aux gens. Après, dans la réalité, à chacun analyse comme il veut. Est-ce que c'est de greenwashing ou pas? C'est à vous de voir. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment une entreprise, elle fait un effort et elle essaie de le démontrer grâce à certains indicateurs. Ça, c'était la deuxième vidéo. Et ce qui est intéressant ici, par exemple, vous voyez, sur la prochaine fois, quand vous récupérez, par exemple, un emballage, vous allez peut-être remarquer qu'il y a certains logos. Ben, ici, quand même, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces logos, hein. Ce qui m'a interpellé, moi, c'est surtout à la fin, c'est que le responsable, il dit, j'espère un jour, on arrivera à dire à nos clients quand ils viennent chez nous que tout ce que vous consommez chez McDonald's, il est sustainable à 100%. C'est vraiment un objectif vraiment intéressant à le démontrer. Alors ensuite, vous avez également la vidéo de Rockwell. Et là, on vous parle vraiment sustainable à différents niveaux, hein. Au niveau de la production, au niveau de l'emballage, au niveau de la consommation de l'eau, au niveau de la consommation d'énergie et tous les efforts qu'on arrive à le faire à différents niveaux. Ensuite, il y a aussi la vidéo de Unilever. C'est une vidéo très intéressante, elle est très parlante, hein, parce qu'on pense toujours que généralement, c'est le producteur qui fait beaucoup des émissions de CO2 ou c'est le transport. Là, cette vidéo, elle est intéressante dans le sens, en fait, elle nous démontre qu'on doit tous faire un effort. D'accord? Et surtout, des fois, l'effort, il n'est pas là, on l'attend, parce qu'on pense quand même que dans la supply chain par exemple, du thé qu'on consomme, c'est qui va générer le plus? Peut-être c'est le producteur ou le transporteur. Ce n'est pas le cas ici. Vous allez voir, ici, une supply chain, on va dire simplifiée, vous avez le producteur, celui qui produit la matière première, l'usine, et ensuite, vous avez le transport, vous avez le consommateur, c'est vous, moi, ainsi de suite. Et là, vous avez toute la partie, on va dire, recyclage. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, finalement, c'est qui génère le plus des émissions de CO2? C'est bien le consommateur final. Et du coup, on arrivera vraiment à faire un effort,
mais tous ensemble. Ce n'est pas juste à l'entreprise de le faire parce que ce n'est même pas elle qui génère, ce n'est pas le transporteur, mais tout le monde y participe. Et chacun, regardez ici, chacun a un rôle à jouer dans toute la supply chain. Et on dit une petite action, d'accord? Elle se transforme avec plusieurs actions et cette petite action, si on la voit vraiment au niveau global, au niveau de la planète, ça devient une grande action et elle a un impact quand même très, 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 très fort. Ça, c'était aussi cette vidéo. Et ensuite, vous avez une dernière vidéo et là, on vous parle vraiment de, en fait, comment on arrive à recycler, d'accord? Et toute la chaîne, en fait, comment on va redonner une vie ou une deuxième vie, par exemple, aux vêtements que vous allez jeter, d'accord? Et ça aussi, ça rentre aussi dans toute la partie Sustainable Supply Chain. C'est ce qui concerne un petit peu les vidéos. Là, je reviens juste sur la partie courte, comme ça, on va revoir un petit peu les concepts rapidement. Le principe de cette dernière séance, en fait, c'est surtout comprendre le rôle de directeur supply chain, la notion de l'intégration dans la supply chain, la notion de RSE et la supply chain ou le green supply chain, et surtout un petit peu la supply chain de futur, comment on se prépare, comment votre métier va évoluer dans un avenir proche. Alors, dans la vidéo, ça on l'a vu déjà. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que l'enjeu de directeur supply chain, en fait, c'est quoi? C'est qu'il essaie de coordonner l'ensemble des flux. Et là, on en parle depuis le début de ce module-là. Et c'est lui qui va ici un petit peu de piloter globalement l'ensemble de ses activités et surtout, il va mettre en place des démarches de coopération entre différentes unités de son entreprise. D'accord? J'essaie juste de récupérer le feutre, le laser. Alors, je libère encore un mari. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Là, vous avez le rôle aussi de directeur supply chain, c'est d'établir un plan directeur de production, un plan directeur ou on dit aussi un plan industriel et commercial. C'est quoi? C'est un plan, c'est aussi le PIC en fait, c'est un plan sur plusieurs années pour, par exemple, envisager ce que l'entreprise va pouvoir produire d'ici 3, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Alors, je reçois aussi des messages. OK. Ça, c'est des messages qui sont pas importants. Okay. Alors ensuite, justement, c'est le directeur supply chain qui va établir justement le PIC avec d'autres collègues. Ensuite, c'est lui aussi qui va participer dans l'analyse de processus existants et il va identifier les problèmes. Il va ici aussi d'apporter des solutions. Il va également définir les politiques d'achat et de transport. Il va également participer dans la négociation de la mise en place des contrats. Ensuite, c'est lui aussi le responsable de la mise en place de certains KPI ou certains dashboards. Il coordonne l'activité des différents services au niveau transversal. Rappelez-vous, on a parlé beaucoup depuis le début de ce module qu'on n'est plus dans une vision verticale, mais on est plus dans une vision horizontale, transversale. Alors, les compétences pour être, on va dire, un bon directeur supply chain, il y a des compétences humaines, d'accord, ou des qualités humaines. Là, il faut absolument avoir le sens de la communication, la prise de décision, de leadership, de la coopération et de la délégation. On ne peut pas tout faire. Ben, du coup, à certains moments, il faut savoir aussi partager certaines activités avec des collègues. On a également certaines compétences de négociation et d'analyse et on a besoin aussi d'avoir des compétences techniques. Alors, quand je dis des compétences techniques, on n'est pas des experts, hein, on n'est pas des informaticiens, mais là, on connaît, on a certains backgrounds pour pouvoir justement chercher la bonne information dans la base de données. Je vais revenir peut-être sur ça plus tard. Alors, vous voyez juste l'organigramme. Ça, c'est un organigramme généralement classique dans des grands groupes. Et là, vous voyez surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la place de directeur supply chain. Le directeur supply chain, c'est plus une fonction à l'intérieur de je ne sais pas quel service production, mais maintenant, c'est vraiment une fonction importante, stratégique dans l'entreprise et qui est lien direct avec la direction générale ou même avec le PDG de l'entreprise. Alors ensuite, vous a parlé de la vision horizontale. Là, vous connaissez tous la chaîne de porteurs. On ne va pas y revenir. On ne va pas la détailler ici. Ce n'est pas du tout l'objectif. Alors, quand on parle de la vision horizontale, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, ce qu'on essaie, c'est surtout décloisonner en interne. C'est casser les murs qu'on a déjà entre les différents services. Ça, c'est la première chose. C'est très important.
pour qu'on puisse tous avoir la même vision. Ce n'est pas chacun travaille dans son coin. On l'a dit, la vision en silo, on essaie de la casser. Et justement, c'est ce qui va nous permettre derrière de créer une coopération entre nous et partager l'information pour avoir une base de données commune, justement. Et là, ça nous renvoie aussi à l'ERP qu'on a expliqué déjà la dernière fois. C'est le système d'information qui va permettre de fédérer l'ensemble des partenaires ou l'ensemble des acteurs de la supply chain autour d'une base de données qui est commune. Après, ça, c'est aussi des choses qui sont importantes parce qu'on va mettre en place certains changements. Il faut avoir aussi des compétences et des capacités pour pouvoir fédérer et justement imposer le changement et justement impliquer tout le monde en interne, mais également l'ensemble des partenaires de la supply chain. Alors ensuite, ce qu'on essaie aussi de mettre en place, c'est surtout une vision peut-être déjà supply chain interne, c'est qu'on essaie de décloisonner déjà les différents services, mais on essaie d'étendre ça vers l'amont, vers l'aval pour avoir ce qu'on appelle ici la supply chain étendue. Alors, c'est quoi une supply chain étendue? C'est vraiment la chaîne qui va du premier fournisseur jusqu'au dernier client ou le client final. On a dit vers l'aval, si vous voulez, c'est par le client. Là, on essaie de mettre vraiment le client dans la stratégie de l'entreprise, d'accord? Et on essaie d'intégrer de plus en plus ces exigences, d'accord? Et c'est pour cela qu'on essaie aussi de s'adapter pour intégrer des nouveaux circuits pour répondre à sa demande. Le client maintenant, par exemple, il ne commande plus des grosses quantités, mais il commande des petites quantités, mais plus souvent. Et du coup, comment je vais m'adapter pour m'organiser derrière et pour que le client soit toujours satisfait. Vers l'aval, on a dit c'est la chaîne d'approvisionnement. Comment je dois réaliser des bons achats. Des bons achats, ça veut dire avec des bonnes conditions. Comment j'arrive à fidéliser aussi des fournisseurs avec qui je travaille tout le temps. Et on n'est plus dans la relation classique, j'achète et je reçois, mais surtout, on est dans une stratégie, on va développer des choses sur le long terme. Je vous ai donné un exemple, mais ce n'est pas grave, je vous le répète. En supply chain, par exemple, étendu, j'ai l'exemple de Airbus, où j'avais suivi un étudiant en apprentissage. C'était aussi un étudiant dans une école de management. L'étudiant, son contrat, c'était avec Airbus, mais il passait 90% de son temps, pas chez Airbus, chez le fournisseur de Airbus. Attendez, je coupe le micro à Adrien qui l'a oublié ouvert. Et du coup, ouais, en fait, on est vraiment dans une stratégie de coopération. Airbus, elle embauche un apprenti, mais l'apprenti ne travaille pas pour Airbus, mais il travaille pour le fournisseur de Airbus. Parce qu'on est tous gagnants. Si le fournisseur va pouvoir augmenter ses standards et va pouvoir me livrer des produits avec moins de défauts, mon produit, au final aussi, il sera aussi un bon produit. C'est juste pour vous donner un exemple par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors ensuite, on parle de plus en plus qu'une entreprise, même on parle beaucoup aussi à l'école, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, il faut que l'entreprise démontre clairement qu'elle fait partie de son environnement. C'est une partie intégrante qui intègre tous les besoins et on va dire, tous les acteurs ou toutes les parties prenantes de son environnement. Si vous voulez, vous avez ici une vision très globale de la norme ISO. Et là, vous avez les différents piliers de ce qu'on appelle, nous, le RSE ou la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et là, vous voyez, par exemple, c'est la communauté de développement local, la question relative aux consommateurs, loyauté des pratiques, l'environnement, les relations et les conditions de travail, droits de l'homme. Et là, vous avez aussi la gouvernance. Et là, vous avez tout le détail pour chaque pilier. Et là, on n'aura pas le temps de les détailler tous dans le détail. Mais si vous voulez, je peux vous donner un exemple ici concret. Par exemple, quand j'étais en Thaïlande, où j'avais travaillé avec l'université, j'étais un petit peu surpris, on va dire agréablement surpris, de voir que Bayer Corporation, c'est une entreprise qui est très connue dans le monde, qui était très impliquée, par exemple, dans son environnement, dans l'environnement local en Thaïlande. Et j'avais croisé des étudiants qui me disent, moi, j'ai une bourse, mais pas une bourse de l'université ou pas une bourse de Crous comme ici, mais c'était une bourse de Bayer. C'est Bayer qui va financer les études supérieures parce qu'il est très impliqué dans la communauté et dans le développement local. Il fabriquait aussi des primaires, des écoles
pour l'éducation des enfants. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est un élément. On a donné aussi certains moments aussi des exemples sur les relations et les conditions de travail. On avait donné l'exemple de ce qui s'est passé, par exemple, en Bangladesh. Je ne peux pas prétendre dire que je suis une entreprise qui respecte l'environnement ou je suis une entreprise responsable si, par exemple, Zara, elle fait travailler dans des usines en Bangladesh, dans des conditions, je ne sais pas comment, les travailleurs à bas coût, peut-être même faire travailler des enfants. Ça, ce n'est pas des pratiques qu'on peut valider au niveau, par exemple, de cette norme. Après, vous connaissez très bien, par exemple, des choses au niveau de l'environnement. C'est ce qu'on parle beaucoup, tout ce qui est sustainable. Et ça nous renvoie à parler de la green supply chain ou la supply chain verte. Alors, quand on parle de green supply chain, il n'y a pas que le camion, on va essayer de diminuer un petit peu les émissions de CO2, mais aussi, on peut la répartir sur différents niveaux. On peut parler de green innovation. Tout ce que j'ai par exemple, au niveau des conditionnements, au niveau, par exemple, de la matière première que j'utilise pour pouvoir justement diminuer l'impact, par exemple, environnemental. Green production, par exemple, c'est quand j'essaie de travailler sur ma manière de produire pour consommer moins de l'eau, par exemple, ou traiter de l'eau, derrière recycler, par exemple, ici. Ouais. Je peux travailler également sur la green supply chain. Je peux travailler aussi sur la green certification. C'est, par exemple, quand on veut mettre en place certains standards, et c'est ce qu'on avait vu aussi dans les vidéos de tout à l'heure. Les green logistiques, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Là, vous avez vraiment la vision rapide de ce qu'on appelle la supply chain des futurs. Et Dimitri, par exemple, il fait partie de cette mouvance, en fait. Lui, il va vous dire, par exemple, que dans le cadre de sa thèse, il est en train de travailler sur l'entrepôt des futurs. Alors, l'entrepôt des futurs, c'est quoi? Je vais peut-être lui donner la parole tout à l'heure. Oui, Ouais, vas-y, oui, tu oui. veux dire deux Mais mots? l'entrepôt du futur, c'est pas simplement les technologies séparées. Par exemple, on utilise le nouveau capteur, on utilise le nouveau système informatique. En fait, c'est synergie de toute cette technologie, mais toujours, on n'oublie pas qu'est-ce qu'il faut améliorer. Il faut toujours améliorer la qualité de service. Voilà, c'est pas la technologie lui-même qui fait le futur. Derrière toutes les technologies, première chose, les connaissances, comment on va utiliser. Deuxième chose, on utilise les technologies bien ensemble. Et troisième chose, on utilise que pour améliorer la qualité de service de supply chain. Ouais, Voilà. vous avez compris en fait qu'il n'y a pas que la dimension aussi technologique, mais même si dans le slide, on parle que la dimension technologique. Là, par exemple, les technologies qu'on utilise déjà, c'est les systèmes d'information, les ERP, les WMS, ainsi de suite. On a aussi tout ce qui est cloud, les robots, par exemple, pour préparer les commandes ou pour transporter. On parle aussi des technologies qu'on est en train d'explorer, par exemple, comme analytique ou l'analyse prédictive comme les big data, par exemple. Imaginez comment les big data, toute la masse d'informations, tout ce que vous allez acheter sur Internet, tous les tweets que vous allez poster, tous les commentaires que vous allez mettre sur Facebook, comment nous, on va pouvoir récupérer tout ça pour mieux vous servir ou mieux servir le client final. D'accord? Et là où il y a des choses aussi qui se développent de plus en plus, par exemple l'impression 3D, l'utilisation par exemple des véhicules autonomes et le drone. Et justement, ça fait aussi le lien avec ce qu'on a dans la suite. Et du coup, là, on essaie un petit peu de travailler de plus en plus sur le dernier kilomètre parce qu'on sait très bien transporter entre différents pays. Entre des grandes distances, ça, on sait le faire. Par contre, ce qui nous reste vraiment le grand problème, c'est le dernier kilomètre. Et là, on essaye de mettre en place certaines démarches, par exemple, comme la stratégie de multicanal. Le drive, par exemple, que vous connaissez, qui est en train de se propager un petit peu partout et qui nous sert beaucoup, par exemple, dans des périodes comme ça difficiles, comme c'est le cas dans cette période. Le click and collect, c'est par exemple tout ce qu'on peut acheter directement sur Internet. Il sera livré dans le bureau de poste ou à proximité de notre travail. Il y a des bureaux, d'accord, où il y a, même sans voir des bureaux, hein. Si vous avez par exemple visité certaines surfaces, et à l'intérieur des grandes surfaces, juste à côté de l'accueil, on trouve par exemple c'est comme en fait des boîtes. Là, avec un simple code, on peut récupérer le colis qu'on a commandé le matin ou la veille.
L'utilisation de drones, ça, c'est des choses qu'on commence déjà à mettre en place, c'est des choses qui existent. Et on essaie un petit peu de revenir vers toujours se concentrer vers le client et vers le local. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois on s'éloigne, on perd un petit peu et on va détruire la valeur dans l'environnement. Et on revient un petit peu sur le modèle qu'on avait et qui existait il y a bien longtemps, c'est l'épicerie en fait, ou l'épicerie de gros. Et c'est ce que vous voyez par exemple, on n'a plus des grands supermarchés, mais on a des petites supérettes, mais qui servent le quartier, qui sert l'environnement proche. D'accord? C'est un petit peu l'organisation ou les nouvelles organisations qui existent. Après, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a certaines études aussi qui vous démontrent clairement, par exemple, que les hypermarchés ne sont plus trop demandés par les clients. Les clients, ils préfèrent toujours rester un petit peu à proximité et préfèrent faire les courses dans le quartier. Alors, il y a un dernier concept, c'est l'Internet des objets ou Internet of Things. C'est aussi une nouvelle tendance aussi en supply chain. Je ne vais pas compliquer trop parce que même les chercheurs, nous, on est en train de toujours travailler sur ce concept. Si vous avez testé Blablacar, c'est plus ou moins le même principe. Blablacar, c'est pour les êtres humains, d'accord? Et imaginez maintenant le Miga Blablacar qui va permettre juste aux objets entre eux de se connecter parce que maintenant, les objets sont intelligents, d'accord? Et comment les objets vont s'envoyer des messages entre eux. Et pour dire que moi, je suis le produit A, je veux me déplacer, par exemple, de Strasbourg jusqu'à une ville, par exemple, au Canada. Et là, il y a différents moyens de transport qui vont s'organiser pour pouvoir récupérer cet article. Et il y a très peu on va dire, de l'intervention de l'humain. Mais ça, c'est vraiment la tendance et c'est des choses que vous allez pouvoir peut-être voir dans quelques années. Là, je pense qu'on a fait le tour. Après, il vous reste juste le point métier, vous le faites quand vous aurez un petit moment. C'est un responsable de Danone, c'est le supply chain. Et lui, il va vous parler de son métier et surtout ce qu'il attend de vous en tant que futur manager. D'accord? Alors, je conclue juste avec ça. Après, on va revenir sur l'exercice. Ce qu'on retient de tout ce module-là, c'est juste un module, on va dire, d'introduction en première année. Hein. On a juste essayé de faire le tour. C'est vraiment les concepts de base, la structure du supply chain, les différentes notions qui vous intéressent. Et là, si vous avez bien compris, en fait, la supply chain, c'est vraiment un secteur qui recrute et on est vraiment en pleine mutation avec ces nouvelles technologies. Alors, vous avez, on va dire, beaucoup de chance aussi dans ce domaine si vous souhaitez vraiment continuer parce qu'il y a une très forte demande, d'accord? Et les problématiques en supply chain, ça ne se termine jamais. Il y a toujours des choses qui sont nouvelles, il y a des choses, toujours des nouvelles tendances à prendre en compte, des nouvelles technologies à prendre en compte, des nouvelles organisations à prendre en compte. C'est tout. Alors ensuite, OK, on est resté sur des notions vraiment basiques, mais je pense que c'était l'objectif. Maintenant, en deuxième année, on va se revoir et vous allez me revoir encore pendant la deuxième année. Par contre, là, on va rentrer vraiment dans le détail et on ne va plus vous parler un petit peu de théorie, mais on va rentrer vraiment dans la pratique. On va prendre des méthodes de calcul. On va utiliser Excel. On va utiliser certains outils. Vous allez voir, ça sera de très pratique. Alors, avant de terminer, là, je reviens juste sur l'exercice. Et là, pour revenir, il faut juste que je partage. Je n'oublie pas de partager. Hop. Et là, je reviens sur l'exercice. Dimitri, tu me confirmes? Oui, c'est bien visible. Oui. Ok, très bien. Alors, on va commencer maintenant. Allez, arrêtez de faire la sieste. Maintenant, on essaie d'être un petit peu réactif. Je pose la question, vous me dites quelle réponse vous avez choisie. Pour la première question, la vision et la philosophie de l'entreprise moderne peuvent être reprises et appliquées à une autre entreprise, oui ou non? A ou B? Allez-y. Allez, il y a Juliette qui a le courage. Encore. Je veux voir plein de réponses. Hein. Alex, Marie, Duval. Allez, c'est bien. Vous me rassurez. En plus, je vois KDB, c'est super. Franchement, vous avez compris le principe en fait. Hein. Si il y a une excellente stratégie qui marche pour Apple, c'est pas forcément, elle va marcher pour Bouygues Telecom, d'accord? Et du coup, chaque entreprise, elle a ses propres spécificités. Bien évidemment, on peut s'en inspirer, mais on ne peut pas l'appliquer telle qu'elle est parce que chaque entreprise est différente, chaque pays est différent, ainsi de suite.
Allez, ensuite, pour la deuxième question, alors, le supply chain manager est responsable de quoi? De la production, des achats, de l'informatique, des finances et des relations avec la logistique externe. Alors, il y a Valex Marin qui me dit ABE. Encore, Clément ABE, ensuite ABE. OK. Alors, là, en fait, on essaye de donner des réponses, mais vraiment en termes généraux, sans vraiment rentrer dans le détail, ni de cas par cas, parce que si on rentre dans des cas par cas, on aura toutes les réponses. Moi, je parle vraiment en termes généraux. En termes généraux, allez, j'essaie juste de vous aider aussi. Déjà, on a dit non ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour le supply chain manager, on a dit c'est responsable, en fait, il est responsable de la production, d'accord? Il est responsable des achats et il est responsable des relations avec la logistique externe. C'est pas le responsable de l'informatique, c'est pas le responsable de la finance. Alors, ça en termes généraux. Après, si vous voulez vraiment qu'on rentre un peu plus dans le détail, dans certaines entreprises, surtout peut-être certains grands groupes, où la supply chain, elle est très développée et la production aussi, elle est très développée, bah, du coup, on va séparer un petit peu entre les deux, d'accord? Même si on a, par exemple, les achats qui sont très développés, peut-être on va créer complètement un autre service qui s'appelle achat et qui est complètement autonome de la supply chain. Par contre, vous avez bien compris, peu importe, c'est pas, le supply chain, il n'est pas là pour faire de l'informatique. Hein. Il maîtrise plus ou moins, mais c'est pas là. En fait, c'est pas aussi le financier, mais des fois, OK, dans certaines entreprises, on va lui donner un budget. On va lui dire, attention, ton service, il faut que ça fonctionne avec tel budget. Et du coup, il est obligé un petit peu de veiller sur ça. C'est bon. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. La supply chain intégrée doit permettre d'améliorer la satisfaction des clients, c'est bien avant même que je finis là. Hein. Alors, je vois qu'il y a DB, alors s'adapte constamment. Vous avez compris en fait que la supply chain intégrée, il ne faut surtout pas qu'elle reste figée. Hein. Et du coup, elle doit s'adapter constamment dans le but d'améliorer la satisfaction de nos clients. Il faut absolument qu'on soit dans un constant, on va dire que dans une amélioration, on va dire continue. C'est ce qu'on avait appris la dernière fois, le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et ensuite, alors, le supply chain manager doit avoir de leadership, être indulgent, avoir un sens de la communication, avoir des compétences techniques. Alors, je vois aussi qu'il y a plusieurs réponses. A, C, D, A, C, D, A, C, D, A, C, D. Il n'y a que des A, C, D alors. Oui, c'est parfait en fait. On dit qu'il faut absolument qu'il soit un leadership parce qu'il faut qu'il prenne des décisions, il faut qu'il pilote une équipe, avoir un sens de la communication et même avec son équipe, mais aussi avec d'autres personnes. Attendez juste. Et être indulgent, ce n'est pas du tout son affaire parce qu'il est là, il est obligé de prendre une décision et de faire avancer l'entreprise. D'accord? Ensuite, allez, le supply chain manager doit avoir des notions sur les achats, l'informatique. Attendez 2 secondes, je vais juste. Hop. Les achats, l'informatique, la production et la finance. Alors, j'ai tout, hein, tout A, B, C, D, OK. Alors, vous avez compris en fait que là, on ne parle pas d'être spécialiste, on parle juste d'avoir des notions. Et du coup, effectivement, oui, le supply chain manager, il faut qu'il a, en fait, il faut qu'il maîtrise un minimum les achats, l'informatique, la production et la finance. Même s'il n'est pas vraiment expert, mais il faut qu'il maîtrise un minimum, c'est l'ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de former de vous. Hein. Pour ceux qui souhaitent vraiment devenir, on va dire, un supply chain manager, là, vous avez plein de compétences, mais vous n'êtes pas vraiment spécialisé dans un domaine. Vous restez vraiment très général et c'est ce qui vous permet justement de dialoguer avec n'importe quel service. Si on parle des achats, vous savez parler des achats. Si on parle d'informatique, vous avez peut-être fait des systèmes d'information et vous savez parler, vous savez c'est quoi un système d'information centralisé, décentralisé, ainsi de suite. Ensuite, le supply chain manager est responsable de son équipe et de l'intégralité des décisions prises par cette dernière. OK? Sinon, est garant de l'atteinte des objectifs décidés par la direction en fédérant les membres de son équipe par rapport à un objectif commun.
est responsable de son équipe. Les objectifs à atteindre sont la responsabilité de tous les membres. Alors, je vois tout, B pour la question 6. On est dans la question 6. Hein. B. Alors, déjà, c'est bien parce qu'il n'y a pas le A. Alors, le supply chain manager n'est pas le responsable. OK, il est responsable de son équipe, mais il n'est pas le responsable de l'intégralité des décisions qui sont prises. D'accord? Mais, alors, il doit garantir l'atteinte des objectifs décidés par la direction parce que c'est lui, en fait, qui va les transformer, c'est lui qui va les mettre en application dans son équipe. Et c'est pour cela qu'il doit fédérer tous les membres de son équipe autour d'un objectif qui est commun. D'accord? Ça. Ensuite, alors, il est responsable de son équipe, oui. Et par contre, les objectifs à atteindre sont la responsabilité de tous les membres. Ce n'est pas lui juste uniquement le responsable. Attention. C'est ça, en fait, la différence entre le A et la C. Ce n'est pas le responsable. On est tous responsables face à un objectif commun qu'on doit atteindre. Alors, ensuite, la question 7. Que signifie le concept supply chain integration? Gérer la supply chain en silo ou gérer la supply chain en associant les différentes fonctions. Allez, c'est bien. Vous me rassurez, là, je vois que des B. Je ne veux surtout pas voir des A. D'accord? Allez, parfait. Là, vous avez compris le principe aussi. Et justement, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer depuis le début de ce module. C'est qu'on essaye de gérer vraiment la supply chain, mais on essaye de casser les murs. D'accord? On ne veut surtout pas avoir une gestion en silo. Là, on a rappelé c'est quoi les silos, d'accord? Mais on veut surtout avoir et gérer toute la supply chain en associant les différentes fonctions ou les différents services, voire même les différents acteurs. Alors, les décisions prises par le supply chain manager sont indépendantes les unes des autres. On est dans la question 8. Alors, la réponse est non. OK, je vois qu'il y a DB. Alors, managers sont indépendantes. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'importe quelle décision que je prenne dans n'importe quel service, elle peut forcément impacter d'autres activités. D'accord? Et c'est pour cela, le bon manager, c'est qui? C'est lui qui va pouvoir prendre en compte le lien, en fait, de toutes ces décisions qu'il doit prendre et comment ça va impacter et le degré d'impact sur d'autres activités, d'autres décisions. Pour gérer la supply chain de manière intégrée, il est nécessaire de développer des équipes avec, alors on est dans la question 9, avec des objectifs uniquement individuels ou avec des objectifs communs. Allez, parfait. Là, je vois aussi qu'il n'y a que des B. Vous avez compris aussi, comme on a dit la dernière fois, les KPI, elles ne servent pas à avoir un objectif individuel par personne ou à surveiller des personnes. On est là pour avoir des objectifs qui sont communs, d'accord, à un service, à une supply chain, à un acteur, ainsi de suite. Ensuite, une équipe permet d'avoir un supply chain intégré et une équipe dont les membres se font confiance, dont les membres travaillent indépendamment les uns aux autres, dont les membres comprennent leur rôle individuellement. Alors, question 10, qu'est-ce qu'on a dit? A et C. Alors, c'est Samar, Alexis, il me dit aussi A et C, Marie A et C, aussi. Alors, vous avez compris aussi pourquoi A et C? Parce qu'en fait, on ne peut pas parler d'intégration dans une supply chain, dans une entreprise, si les gens ne font pas confiance. Ça, c'est primordial. Ensuite, alors attention, qu'est-ce qu'on a dit? C'est vrai qu'on ne veut pas avoir un objectif individuel, mais on veut avoir des objectifs par équipe, d'accord? Par contre, je dois savoir exactement mon rôle à l'intérieur de cette équipe et comment mon rôle à moi va impacter et va participer dans l'atteinte de ces objectifs. Attention, c'est deux choses différentes. Ensuite, dans la 11e, le supply chain manager doit intégrer ses clients dans la supply chain ou doit les écarter, doit intégrer les fournisseurs ou doit les écarter. Alors, je vois les réponses. AC. Là, franchement, on est avec des excellents étudiants. Hein. Ah, j'espère que vous n'avez pas partagé les réponses des autres groupes sur Facebook. Hein. OK, mais j'accepte. Franchement, c'est super. Là, alors, vous avez compris en fait,
il faut qu'on intègre quand même les clients, il faut qu'on intègre aussi les fournisseurs, mais pas que, on peut élargir aussi à tous les membres. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la supply chain étendue. La supply chain intégrée permet d'améliorer les résultats financiers de l'entreprise, conduit l'entreprise vers une nouvelle forme de business, permet une meilleure compréhension de la concurrence. Allez, là, il y a un petit peu de piège. Allez, la question 12, je vois A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, OK, A, B, C. Alors, la question 12, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, en fait, il y a ce qu'on cherche exactement et directement, ce qu'on attend exactement par la supply chain intégrée. Alors, ce n'est pas forcément le résultat financier qui nous intéresse dans un premier temps, d'accord? Ce n'est pas forcément se différencier de la concurrence. Ce qu'on veut, nous, en termes de supply chain integration, c'est surtout travailler d'une autre manière, proposer un nouveau modèle de business. Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, la manière classique, si on n'est pas intégré déjà en entreprise, on est déjà isolé les uns aux autres, on ne communique pas. Et même si on communique, par exemple, c'est de la communication toute simple. Je demande, je reçois de l'information. Mais ce n'est pas suffisant. Mieux encore, c'est comment on va pouvoir s'intégrer et travailler ensemble et partager des objectifs, mais pas que aussi que au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de toute la supply chain. C'est pour cela, en fait, on essaye de différencier. Je ne vois plus le fournisseur comme un simple fournisseur avec qui j'ai une relation, on va dire, transactionnelle. J'envoie ou j'achète et je paye et je reçois, mais c'est surtout, c'est un vrai partenaire avec qui il faut absolument que je développe. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Airbus qui embauche un étudiant pour travailler directement chez son fournisseur. Maintenant, quand on parle aussi de l'intégration, des fois, on est surpris aussi de voir certains concurrents qui travaillent, par exemple, pour fabriquer ou pour construire une seule plateforme. Et là, du coup, vous voyez, là, on essaie vraiment de réfléchir à un nouveau mode de business. Si vous n'avez aucune question par rapport à, on va dire, à la notion d'intégration, en notion de supply chain, on va passer à la notion de sustainable durabilité. Alors, question 13. Attendez un petit peu, attendez. Alors, pour la question 13, j'ai dit le supply chain durable concerne l'aspect économique, social, environnemental. Alors, j'ai A, B, C, A, B, C, A, B, C. Vous avez compris, en fait, c'est ça, en fait, quand on parle de développement durable, c'est les trois piliers, en fait. D'accord? Il faut absolument que vous soyez conscient. Vous tapez développement durable, il y a les trois. En fait, on a trois rangs qui apparaissent. C'est toujours la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Alors, la pression en faveur du développement durable se diffuse de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont ou vers l'amont et vers l'aval à partir d'une entreprise focale. Alors, C, j'ai A, B, C. Alors, ensuite, encore. Là, vous voyez, vous n'êtes pas trop d'accord. J'explique un peu plus. Alors, déjà, si vous regardez de l'amont vers l'aval, est-ce que généralement, c'est les fournisseurs qui imposent et après, ça se traduit sur l'entreprise, sur le client? Très peu. Par contre, de l'aval vers l'amont, il se peut, des fois, pour certaines catégories, que c'est les clients vraiment qui imposent sa vision. Il dit, moi, je ne consomme que, par exemple, vert. D'accord? Et du coup, ça impose plus ou moins à toute la supply chain de s'adapter. Mais en termes généraux, c'est ça en fait, c'est la réponse C. Pourquoi? C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo de McDonald's. Bon, vous voyez, une entreprise focale, c'est quoi déjà? Personne ne m'a posé la question. Une entreprise focale, généralement, c'est l'entreprise qui est au centre, d'accord? C'est l'entreprise qui va concevoir le produit, d'accord, qui sera plus ou moins vendu aux clients. Et du coup, c'est cette entreprise, c'est McDonald's, c'est Renault, c'est Sanofi Pasteur, c'est par exemple L'Oréal. Et c'est cette entreprise qui va essayer d'imposer, une fois elle est convaincue de développement durable, par exemple, ou de sustainable, elle va essayer d'influencer ses fournisseurs, les clients des clients, les fournisseurs des fournisseurs, et elle va dire, par exemple, moi, je ne travaille plus avec des clients, avec des fournisseurs, s'ils ne démontrent pas clairement qu'ils font des efforts pour l'environnement. D'accord? Elle peut dire aussi que moi, je ne travaille pas avec et je ne signe aucun contrat
avec des fournisseurs, même s'ils ont un prix très intéressant, s'ils font travailler des enfants. D'accord? Et ça, c'est dans la culture et ça sera diffusé au fur et à mesure. Hein. Il y a certaines entreprises qui font des audits et ils remontent plusieurs niveaux de leur supply chain. Alors, l'entreprise est la seule responsable de la réduction de l'impact environnemental de la chaîne logistique. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire pour la question 15? C'est la B. Faux, OK. Alors, vous avez compris justement à travers la vidéo de Unilever, hein, ce n'est pas que l'entreprise qui fabrique qui est responsable. Et des fois, les responsables sont très loin de l'entreprise. D'accord? Peut-être c'est les clients finaux, peut-être c'est le transporteur, peut-être c'est le producteur, ainsi de suite. Et du coup, il faut faire attention. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est faux. Alors ensuite, les pratiques de la supply chain responsable, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est les achats responsables, le transport responsable, l'emballage, l'entreposage ou la logistique? Alors, pour la 16, allez, A, B, C, D, E. Encore. A, C, D, encore. Tout, encore. Alors, j'essaie d'expliquer rapidement. Alors, là, parce que si vous n'êtes pas trop d'accord. Vous voyez, quand on a parlé de la deuxième séance, les achats, on a parlé des achats responsables. Et là, comment j'essaie d'acheter responsable. Et du coup, je fais attention avec qui, chez qui j'achète. Les conditions d'achat aussi sont importantes. Je peux également faire du transport durable. Et du coup, entre deux transports, j'essaie de privilégier celui qui génère le moins d'émissions de CO2, même s'il coûte un peu plus cher. Entre, par exemple, deux emballages, je vais préférer d'acheter, par exemple, un emballage qui est à 100% recyclable, ainsi de suite. L'entreposage, la logistique inverse. Alors, la logistique inverse, tout à l'heure, j'ai une question sur ça. Alors, la logistique inverse, c'est quoi en fait? Ça peut se traduire par deux choses. J'achète un produit et je veux le renvoyer, je suis plus content, par exemple Amazon ou Zalando, peu importe le site. Là, il y a toute une chaîne logistique qui va s'organiser pour récupérer le produit et le remonter jusqu'à la source. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de la logistique inverse, par exemple, j'ai un produit qui arrive en fin de vie, d'accord? Ce produit, je vais le jeter, mais ce n'est pas au sens vraiment jeter dans la poubelle parce qu'il y a tout un circuit derrière qui s'organise pour récupérer le produit et qu'on va remonter dans la chaîne. Et du coup, c'est pour cela qu'on appelle inverse ou inversé. En fait, c'est plus dans le sens fournisseur, producteur, client, mais c'est surtout dans le sens inverse. Ça part du client et ça remonte toute la chaîne pour arriver jusqu'au producteur ou le premier producteur. J'espère que c'est clair. Alors, ensuite, 17, la motivation de mise en place ou de mise en œuvre de la. Alors, GSCM, c'est Green Supply Chain Management. D'accord? Alors, qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que c'est pour améliorer l'image de l'entreprise, pour réduire les coûts, pour la réglementation en vigueur, l'innovation, la conquête des nouveaux marchés? Alors, qu'est-ce que vous me dites? A, B, C, D, E, A, B, E, A, B, C, D, G, alors. OK. Et là, je n'ai pas compris. Mila, qu'est-ce que vous n'avez pas compris en fait? Dans la question 16, on a dit en fait, est-ce que vous n'avez pas compris toute la question ou juste la logistique inverse ou inversée? Juste la E. OK. Alors la E, qu'est-ce qu'on a dit en fait quand on parle de la logistique inversée? On a dit c'est en fait, c'est la logistique, c'est pas qui va descendre à la chaîne, on va dire, c'est celle qui va remonter. Le produit maintenant, il est chez les clients. Maintenant, comment je vais remonter le produit, par exemple? Vous avez acheté, Mila, un produit, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un téléphone portable sur Amazon, d'accord? Vous n'êtes plus contente et parce que ça ne correspond pas, bah, du coup, vous voulez le retourner. Vous allez déclencher tout un processus qui s'appelle la logistique inverse, d'accord? Et là, on va remonter, on va récupérer le produit. Là, vous ne voyez pas, mais nous, par exemple, dans le domaine, c'est très important et on le voit en fait. Et ça a un impact beaucoup sur la supply chain. Et comment on va remonter le produit jusqu'au producteur pour qu'il puisse le réparer, ainsi de suite. Pareil, un produit en fin de vie, maintenant, il faut qu'on le récupère pour le recyclage. Toute la partie recyclage, ça concerne aussi par la logistique inversée. Et du coup, pour revenir, les pratiques de la supply chain responsable, elle est partout. Elle touche déjà ça, le transport, l'emballage, l'entreposage et la logistique inversée aussi. D'accord? C'est bon? OK. Alors ensuite, pour la 17, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui nous motive finalement à mettre en place la
Green Supply Chain. Qui sont 17? Allez-y, j'attends des réponses. Lazare, elle dit A, B, C, D, E. Ensuite, alors, on a dit la dernière fois, faites un effort, mais ce n'est pas grave. Généralement, quand vous paramétrez votre compte, si vous êtes avec d'autres profs, essayez quand même de le mettre correctement. Par exemple, Marie, elle a compris le principe. Alice, elle a compris le principe. Il faut mettre toujours le nom, le prénom. Parce que si vous mettez juste Laurent, je ne sais pas, il s'agit de quel Laurent, hein, de TF1, de Canal+, ou peu importe. Et du coup, là, je ne sais pas trop. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a dit? B, C, D. Ensuite, regardez. En fait, selon les entreprises, on peut être motivé par une raison ou une autre. Des fois, il y a certaines entreprises parce qu'ils le font, parce qu'ils veulent montrer qu'on est green et on veut vraiment améliorer. Il y en a certains, en fait, qui veulent le faire parce que ça leur permet de réduire les coûts, d'accord? Entre deux modes de transport, je fais du multimodal parce que le multimodal, finalement, je m'en fous complètement de l'environnement. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a motivé, c'est surtout, en fait, quand j'utilise du multimodal, j'ai vu que je peux diminuer le coût par deux. D'accord? Le multimodal, on l'a vu déjà dans la science. Ouais, il y a 2 sciences, je pense. Ou des fois, je n'ai même pas le choix, c'est la réglementation qui m'impose, par exemple, à ne plus utiliser des camions polluants. Il y a, par exemple, il faut qu'ils répondent à la norme Euro 6. Alors, je vais mettre entre parenthèses parce que ça, c'est des choses, peut-être, c'est des termes que vous pouvez rencontrer. Il y a, par exemple, la norme Euro 6, c'est les camions qui ne doivent pas, par exemple, utiliser ou doivent diffuser jusqu'à certains degrés des émissions de CO2. Des fois, c'est juste des raisons d'innovation. Par exemple, j'utilise une nouvelle matière première qui est encore moins chère, mais qui me permet justement de la recycler derrière à 100%. D'accord? Je peux également être motivé justement parce qu'en fait, ça me permet de conquérir des nouveaux clients. Alors, des nouveaux clients, par exemple, je vends des sacs en plastique, mais j'ai vu qu'il y avait une résistance de certains clients parce qu'ils pensent que la matière première que j'utilise n'est pas recyclable à 100%. Et du coup, comment je vais faire un effort pour changer un petit peu de matière pour atteindre une nouvelle cible ou c'est un nouveau marché pour moi. D'accord? Et du coup, peu importe, on peut avoir différentes motivations. Et là, si on peut trouver plein d'exemples un petit peu partout dans les différentes réponses. Alors ensuite, là, on arrive à la question 18. Vous avez le schéma ici. Et là, on vous dit en fait, parmi toutes les vidéos que vous avez vues, les McDonald's, Unilever, Rockwell, et là, en fait, ici, de donner des exemples pour chaque dimension, en fait. L'innovation green, la production green, le recyclage green, la supply chain green, la certification green, la logistique green. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer trop dans le détail. Je vous donne juste quelques exemples. Comme ça, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Et du coup, alors, moi, ce que j'ai pu identifier, hein, peut-être que vous avez identifié aussi autre chose. Par exemple, dans la Green Innovation, si vous avez entendu, par exemple, dans McDonald's, on parle d'un packaging, en fait. C'est le package qu'on va utiliser qui est 89%, on peut le réutiliser, d'accord? Et du coup, là, on a innové, on a mis en place un nouveau package qui derrière, ça peut améliorer l'ensemble de la Green Supply Chain. Ensuite, il y a la Green Production ici. Et là, vous avez également plusieurs exemples. Moi, j'ai noté par exemple, c'est quand ils ont parlé de la production de viande de bœuf. Et chez McDonald's, ils ont dit que nous, on trace et on a mis en place toute une méthodologie qui va nous permettre de savoir exactement les émissions de CO2 de notre production. Vous voyez, nous, on ne le voit pas trop, mais par exemple, les fermes, elles consomment et elles génèrent beaucoup des émissions de CO2. Mais du coup, comment on arrive à surveiller et comment on arrive à diminuer tout ça? Rockwell aussi, il parle par exemple de la réduction des énergies ou la consommation d'énergie. D'accord? Quand on produit, par exemple, quand on fait tourner aussi les machines, on consomme beaucoup. D'accord? Ou par exemple, je donne un exemple simple, tout bête. Si on généralise par exemple les lampes à LED dans les ateliers, peut-être on va pouvoir diminuer quand même la consommation d'énergie par deux. D'accord? Ensuite, la green recycling, ici, c'est quoi?
Là, vous avez plusieurs exemples. Quand on parle de 80% chez McDonald's de l'huile qui est recyclée et qui est utilisée, pas recyclée pour refabriquer des… non, c'est surtout, on va recycler pour fabriquer de carburant à base de l'huile, d'accord? C'est des biocarburants, ce qu'on appelle le biodiesel. Rockwell aussi, elle parle de la diminution ou le recyclage de l'eau. Il y a certaines industries qui consomment beaucoup de l'eau et du coup, là, on peut mettre aussi certaines démarches, comment on va recycler l'eau avant de le rejeter à l'extérieur. Et là, vous pouvez retrouver plein de reportages. Il y a des grands groupes qui ne respectent pas un petit peu tout ça. Ensuite, au niveau de la green supply chain, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pareil, chez les McDonald's, on parle que tous les fermes qui travaillent avec McDonald's, ils sont inscrits dans un programme qui s'appelle là. Et surtout pour, par exemple, les fruits de mer aussi. Et on essaie de tracer de A à Z la provenance et comment ça a été élevé, ainsi de suite. Pareil aussi, quand on a parlé chez McDonald's de scorecard, en fait. C'est pour mesurer. Scorecard, c'est comme un dashboard ou c'est comme un tableau de bord. C'est une méthode. Là, on va surveiller l'énergie, on va surveiller aussi la consommation d'eau et le gaspillage. D'accord? Unilever, vous avez vu aussi quand on parle de value chain, on essaie un petit peu de généraliser ce concept tout le long de la supply chain. Ensuite, certification, ça on l'a vu dans tous les exemples quasiment. Et là, ce que je vous invite à faire la prochaine fois, quand vous achetez un menu McDo, vous regardez juste par exemple, dans le café, par exemple, vous tournez juste le gobelet et vous allez voir, il y a certains logos. Chaque logo, il a une signification particulière. Et du coup, tout ça, c'est des certifications, en fait, sustainable qu'on va essayer de mettre en place pour dire, par exemple, que les cafés que j'utilise ou que le processus de production ou, par exemple, l'élevage, par exemple, du poisson que je fais, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? La dernière part, c'est la logistique. Et dans la logistique, on dit, par exemple, chez McDonald's que 97% des ingrédients qui sont utilisés dans la production sont issus de l'Europe. D'accord? Et là, on montre bien qu'en fait, qu'on essaie de rester à proximité de clients, ne pas s'éloigner trop, ne pas s'approvisionner en Chine, ainsi de suite. D'accord? Pour ne pas faire exploser les coûts logistiques et derrière les émissions de CO2. OK. Et on dit aussi, par exemple, chez McDonald's, que 69% des produits sont issus de certains, par exemple, fournisseurs qui sont agréés, qui sont certifiés. D'accord? Ainsi de suite. Alors, ça, c'est vraiment quelques exemples. Après, on peut revenir, on peut détailler encore. Il y en a plein. Alors, là, on arrive à la fin de la séance.